Alors, Alain Rodier, vous êtes Saint-Cyrien, officier, spécialiste de la criminalité organisée, du terrorisme. Vous allez nous expliquer comment émerge, prospère un mouvement radical, terroriste, et en différentes phases, telles que vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Vous avez la parole. Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Il est vrai que je suis très sensible d'être invité par la Fondation Saint-Cyr, ayant donc foulé la langue bretonne au début des années 70, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais ce débat m'en rappelle un autre, c'est-à-dire quand j'ai quitté la fonction publique, plus particulièrement donc la DGSE, il y a prescription, c'était en 2000, j'ai fait 4 conférences aux Orsem à Paris, et c'était en mars 2001. Et on m'avait demandé d'expliquer en mars 2001 quels étaient les grands risques pour la société civile, pour la société globale à l'époque. Et j'avais fait donc 4 interventions, l'une sur l'espionnage, c'est pas le sujet de ce colloque, mais on en parle beaucoup à l'heure actuelle et en particulier de nos amis russes. La deuxième, c'était sur l'intelligence économique, donc, qui est encore d'actualité à ma connaissance. La troisième, c'était sur le crime organisé, on en parle très peu, mais pour moi c'est une menace extrêmement importante parce qu'elle est extrêmement diffuse et infiltrée dans la société. Et la quatrième, c'était l'islam radical, et en particulier Ben Laden. Je rappelle que cette conférence a été donnée en mars 2001. Donc, ce que je veux dire, c'est que les problèmes reviennent systématiquement, ce sont toujours les mêmes, mais avec, bien sûr, des évolutions. Donc, au Centre français de recherche sur le renseignement, où je sévis depuis 2000 et où je suis en charge du terrorisme et du crime organisé, nous avons fait une certaine étude sur le phénomène de radicalisation. Mais je ne parle pas de la radicalisation uniquement dans le domaine islamique, ça peut être la radicalisation dans tous les domaines, l'extrême gauche, l'extrême droite, les mouvements animalistes, enfin tous les mouvements qui veulent radicaliser leur action. On a défini 5 phases différentes. La première, c'est la phase qu'on appelle la phase du prophète, c'est-à-dire que face à une situation qui est jugée injuste, eh bien, des solutions nouvelles sont proposées par un prophète, un gourou, qui donc va sortir un texte qui est généralement présenté tout à fait normalement et sans aucune je dirais, contestation possible. La deuxième phase, c'est la phase des disciples, c'est-à-dire qu'autour de ces prophètes, un certain nombre de disciples vont se réunir avec lui et affiner un petit peu son idéologie et créer le noyau dur du mouvement. À ce moment-là, cette organisation est toujours dans la légitimité, elle n'est absolument pas en contravention avec la loi. Ensuite, c'est la phase du militantisme, c'est-à-dire que vraiment, le noyau dur, avec le prophète à la tête, passe à un prosélytisme et un militantisme actif, c'est-à-dire que là, ils essayent, par différents moyens, et en particulier par les moyens Internet maintenant, à répandre leur idéologie. Beaucoup de mouvements, d'ailleurs, s'arrêtent à ce niveau-là et ne franchissent pas la phase suivante, qui est la phase du fondamentalisme, c'est-à-dire que là, vraiment, ils passent dans l'insurrection, c'est-à-dire qu'ils passent dans la phase où on rentre dans l'illégalité vis-à-vis des lois des pays où on se trouve. Ce sont les premières dérives antidémocratiques et c'est ce qu'on appelle donc vraiment la phase des fondamentalismes. Et enfin, ces fondamentalistes arrivent à la 5e phase, c'est qui est la phase du terrorisme, c'est-à-dire que là, on passe vraiment à l'action violente. Donc ces 5 phases permettent effectivement, pour les forces de sécurité, éventuellement de repérer les personnels avant qu'ils passent d'un niveau à un autre. Justement, ça me fait revenir sur un sujet intérieur, les fameuses fiches ES dont on dit beaucoup de choses et un peu n'importe quoi de temps en temps. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas le seul fichier de police qui existe.
Déjà, un rapport qu'on appelait le rapport Boer de 2008 avait identifié 45 fichiers de police différents. Un rapport parlementaire de 2009, un an après, en avait répertorié 58. Donc il y en a peu. Vous voyez, même les analystes ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre de fichiers de police qui existent. Je rappelle donc que les fichiers S, abréviation de sûreté de l'État, concernent des personnes qui peuvent être bien sûr avoir été condamnées, mais également des personnes qui ont attiré l'attention mais ne sont pas condamnées. Donc on s'étonne ensuite qu'un fichier S, par exemple, ait été autorisé à acquérir des armes. Je prends le dernier cas, effectivement, de ce terroriste qui est entré en action sur les Champs-Élysées, mais théoriquement, le fichier S ne permet pas, quand on y a accès, d'interdire quoi que ce soit. Sinon, à ce moment-là, on interdirait également l'individu d'avoir son permis de conduire, par exemple. Donc, si cette personne n'a pas été condamnée, le fait d'être fichier S n'interdit théoriquement aucune démarche, et en particulier celle dont on a beaucoup parlé dernièrement. Le fichier S peut donc très légalement déposer un permis de détention d'armes, utiliser un stand de tir. Oui, alors, il y a une chose, il faut savoir que c'est un problème très spécifique, c'est la Fédération française de tir qui gère cette affaire, c'est-à-dire qu'une personne qui veut pratiquer le tir sportif s'inscrit dans un club, au bout de 6 mois, après un certain nombre de contrôles, il dépose une demande d'avis favorable auprès de la Fédération française de tir, qui transmet le dossier à la préfecture, ce qu'on appelle le bureau des armes à la préfecture. Et ce bureau des armes fait faire une enquête de police ou de gendarmerie pour savoir si l'individu peut détenir effectivement ses armes. C'est bien une détention et pas un port d'armes. Là, on a aussi beaucoup raconté tout et n'importe quoi. La détention, on peut l'avoir sans arme à domicile, au stand de tir, ou entre les deux, mais d'une manière désarmée, je dirais. C'est-à-dire que l'arme est neutralisée à ce moment-là. Bon, mais le bureau des armes donc, demande à la police ou à la gendarmerie si la personne est bien connue sous tout rapport. Alors, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vraiment ce bureau des armes a pu avoir accès au fichier S ou pas? Parce qu'il y a eu une autre rumeur qui a couru, c'est que c'était une savante manœuvre montée par la DGSI pour ne pas attirer l'attention de l'intéressé, parce que si jamais il n'avait pas eu son renouvellement de détention, parce qu'il détenait déjà, eh bien ça aurait attiré son attention. Là, personnellement, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça m'étonne un tout petit peu. Mais en gros, effectivement, quelqu'un qui est inscrit au fichier S, mais qui n'a pas reçu de condamnation, eh bien, théoriquement, peut bénéficier de toutes les libertés proposées aux citoyens français. Les fichiers S, c'est un outil destiné aux forces de l'ordre pour leur permettre de se comporter correctement à l'égard de ce fichier s'ils en ont connaissance. En mars de cette année, il y avait exactement 17 398 fichiers S. Mais attention, dans ces fichiers S, il n'y a pas que des radicaux islamiques. Il y a à peu près 11 000 radicaux islamiques. Tout le reste, eh bien, ils ont attiré l'attention parce qu'ils étaient sympathisants d'autres mouvements pouvant être terroristes, le PKK, les Tigres Tamouls, le Hezbollah, les mouvements anarchistes, etc., l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les Black Blocs dont vous parlez, et qui vont nous créer certainement beaucoup de soucis dans l'avenir. Mais d'ailleurs, justement, juste une petite aparté, à l'heure actuelle, tous ces mouvements non islamiques sont empêchés de mener des actions terroristes parce que le terrorisme n'est pas très populaire, entre guillemets, à l'heure actuelle. Mais on pourrait rêver, si demain, effectivement, l'islam radical cessait d'exister et cessait surtout d'agir par terrorisme, eh bien, nul doute qu'un de ces groupes, ou plusieurs de ces groupes, prendrait la relève et utiliserait cette méthode qui permet d'attirer l'attention sur la cause qu'ils défendent. Donc c'est pour ça quand j'entends dire la guerre au terrorisme, on ne fait pas la guerre à un moyen
combat. Hein, c'est un petit peu comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait fait la guerre au Blitzkrieg. On faisait la guerre aux nazis, pas à une méthode de combat. Donc cette méthode, malheureusement, le terrorisme, perdurera dans l'histoire à venir. Bon, pour revenir effectivement aux causes, mais je crois que vous l'avez largement abordé ce matin, aux causes du terrorisme islamiste, il est totalement lié au salafisme que l'on dit au salafisme djihadiste, qui est en réalité extrêmement proche du wahhabisme. Et là, je passe sous le contrôle de M. Nasr, qui est plus expert que moi dans ce domaine. Bon, moi, la seule différence que j'ai vue entre le wahhabisme et le salafisme djihadiste, c'est que le wahhabisme défend la famille des Saouds. C'est un tuteur pour la famille des Saouds. Or, le salafisme, lui, par contre, il veut renverser la famille des Saouds. C'est un de ses objectifs prioritaires. Mais pour résumer, le salafisme, c'est une doctrine puritaine, machiste, xénophobe et violente. Je ne citerai qu'un journaliste égyptien, Saïd Chouab, qui vient de déclarer « Avoir les chrétiens en abomination est un devoir religieux islamique, les mépriser une nécessité. Soit on les pousse à émigrer en dehors des pays musulmans, soit on les tue. Et si on est musulman noble, on les laisse vivre, mais humiliés, outragés, et on leur fait payer la jizya, le tribut prévu par le Coran pour les minorités non musulmanes. » Donc il explique bien que dans les textes, effectivement, il y a toute cette partie de violence. Bon, en résumant, il s'appuie sur ces textes pour dire qu'en réalité, il faudrait retenir dans les textes sacrés, le Coran, les hadiths et la vie de Mahomet, que la partie mécoise et pas la partie médinoise, qui ne serait plus aujourd'hui d'actualité. La partie médinoise, c'est la partie où Mahomet apprenait le djihad guerrier. Donc c'est en ce moment un grand problème au sein du monde islamique, c'est justement ce problème d'idéologie. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il va falloir se battre au niveau des idées, parce que le terrorisme d'origine islamique, eh bien, on n'arrivera à le vaincre que si il est vaincu au niveau de l'idéologie. Mais ça va être extrêmement compliqué à faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, il faut peut-être expliquer les versets médinois ou mécois. L'enseignement du prophète, ou plutôt le Coran dicté par Allah au prophète, se joue en deux étapes. À la Mecque d'abord, quand Mahomet est dans une situation plutôt apaisée, tolérée par les autres religions présentes, de 610 à 622, ce sont des versets qu'on pourrait dire aujourd'hui modérés. Et puis tout change entre 622 et 632, quand il se rend à Médine, où là, il est en but à l'hostilité des populations qui l'entourent, et lui-même va se radicaliser, ou plutôt les versets vont apparaître de plus en plus radicaux jusqu'à ces fameux prêches sur le djihad militaire, jusqu'au rejet guerrier des militaires de toutes les religions, notamment la religion chrétienne et la religion juive, qui étaient sur ces terres en Arabie bien avant l'islam, vous le savez. Eh bien, le problème aujourd'hui pour les musulmans, c'est que cohabitent ces deux livres en quelque sorte, ces deux Corans. Et le problème, c'est qu'au XIe siècle, je crois, une fatwa qui fait autorité encore aujourd'hui a décidé que les versets de Médine les plus durs abrogeaient les versets de la Mecque les plus modérés. Et que le Coran étant dicté par Dieu, étant incréé en quelque sorte, pas créé par l'homme mais directement par Dieu, eh bien le Coran avait une valeur absolue, le Coran façon Médine, avec les textes ayant abrogé ceux de la Mecque. Et au cœur des difficultés des musulmans réformateurs, modérés, se trouve aujourd'hui cette intangibilité, ce côté intouchable du Coran depuis le XIe siècle. Tout exercice critique est interdit, d'où les difficultés d'aller
au cœur de l'idéologie et de combattre cette idéologie, parce que pour les musulmans, c'est extrêmement difficile à toucher. On ne peut pas historiciser le Coran. Il est créé dans ces années-là et il est réputé universel, inaltérable, intouchable. Et les fondamentalistes, et j'arrête là, les fondamentalistes ont une lecture évidemment très littérale des sourates et de ces fameux versets médinois. Alain Rodier, quand même une question. Vos 5 phases, le prophète, les disciples, jusqu'à la 5e, la phase théoriste, sont-elles de nature à aider les services compétents pour arriver à détecter et à combattre précisément cette idéologie radicale, et notamment est-ce que les 2 premières phases, la phase du prophète, la phase des disciples, nous donnent plus de facilité pour détecter, identifier et d'emblée arrêter les choses? Tout à fait, justement, ces 2 premières phases, même la 3e jusqu'au militantisme, sont du pain béni pour les forces de sécurité et pour les fameux fichiers, les fameux 53 ou 58 fichiers de police, parce que c'est à partir de là qu'on peut identifier des individus qui basculeront dans la clandestinité ensuite. Mais attention, un certain nombre de mouvements s'arrêtent à la phase du militantisme et n'acceptent jamais, pour des raisons qui leur sont propres, de passer vraiment dans l'illégalité. Donc ça fait beaucoup de fiches, peut-être pour un certain nombre de gens qui ne poseront jamais vraiment de problème, mais il est vrai que c'est un travail de renseignement de fourmi, mais comme nous avions l'habitude de le dire à la DGSE, dans le domaine du renseignement, point d'aigle dans ce métier, que des moineaux picoreurs. Donc beaucoup de détails et beaucoup de fichage. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on peut faire vraiment du renseignement opérationnel. Parfait, merci. Alors,